Bonsoir à toutes et à tous. Un très grand merci d'être avec nous ce soir pour cette conférence consacrée à la mobilité en tant que service, perçue notamment à travers ces applis. Alors nous avons déjà un absent qui va très très vite nous rejoindre, c'est monsieur Jean-Luc Gibelin qui représente la région Occitanie et qui va se connecter en haut à droite à un moment ou à un autre. Nous allons commencer sans lui. Nous avons Claire Barito avec nous, qui représente l'Agence de l'innovation pour les transports. Nous avons François Mottet pour Flowbird, Yann Hervouet pour Instant System et Arnaud Aimé de SIA Partner. Madame Barito, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est la démarche gouvernementale qui doit nous mener à la mobilité en tant que service, et notamment l'esprit de l'article 28 de la loi d'orientation des mobilités. Et je ne vous en voudrais pas si vous faites un petit pas de côté sur le MDMS européen. Oula, j'ai combien de temps pour ça? Bonsoir à tous. Donc, je suis enchantée. Effectivement, je coordonne l'Agence d'innovation pour les transports pour le compte de la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités au ministère de l'écologie. Et effectivement, j'étais là au moment du débat parlementaire pour le passage de la loi d'orientation des mobilités. Cet article 28 était très important. La ministre de l'époque, Elisabeth Borne, était très attachée à cet article, puisque c'est un des premiers qui permettait d'ouvrir à des opportunités de nouvelles économies de partage pour développer des mobilités sans couture alternatives aux véhicules individuels. Et en cela, c'était novateur, puisque jusqu'à présent, les articles de loi, en tout cas pour le Code des transports, étaient plutôt pour réguler, contrôler et ne pas permettre. Et donc, ensuite, il y a eu le débat, effectivement, pour le décret de l'article 28. On a fait, avec une grande partie de l'écosystème, une concertation pour la sortie de ce décret d'application qui est passé au Conseil d'État. Toujours dans cette logique, et la rapporteure du Conseil d'État, la rapporteure au gouvernement, a vraiment salué le travail, l'ensemble de l'écosystème, et le fait de travailler en écosystème est vraiment très important pour ouvrir la possibilité, donc par cet article-là, à ce qu'il y ait des acteurs privés comme publics qui puissent développer des services numériques multimodaux. On dit aussi SNM. Et au niveau européen, vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas, je pense une grande partie d'entre vous, qui est en discussion, et ça tient cher à la commissaire Vălean, d'un texte européen, le premier, un règlement, pour décrire ce que seraient les masses au niveau européen. Donc tout ce qui est effectivement un nouveau service numérique qui permet de faire un trajet sans couture. Ça va bien sûr de l'information jusqu'au paiement, ce qui est important pour prendre un transport partagé. Très bien. Monsieur Aimé, faut-il faire ou ne pas faire du MaaS? Et justement, si on fait du MaaS, n'y a-t-il pas un risque d'un effet déceptif vis-à-vis des élus? Alors, vu l'audience ici, je dirais que c'est bien de faire du MaaS. Après, il faut que ce soit opportun et faisable. Sur la faisabilité, elle a largement augmenté en France avec justement la loi d'orientation des mobilités qui oblige à du partage de données entre les acteurs du transport et qui oblige aussi les autorités organisatrices qui les oblige à répondre positivement à des acteurs du MaaS, enfin des entreprises qui souhaitent faire de la distribution, notamment digitale, de titres de transport. Donc ça, c'est quelque chose d'acquis, mais c'est tout récent et c'était un frein auparavant pour une entreprise qui souhaitait proposer des parcours bout en bout et ensuite vendre les billets. Si elle ne peut pas vendre les billets, c'est beaucoup moins intéressant. Donc la faisabilité, elle a augmenté à ce moment-là. Pour que ce soit faisable, il faut aussi que les autorités organisatrices aient envie de travailler ensemble. Si on veut mettre sur une plateforme MaaS à la fois du transport urbain, du transport interurbain, du régional, etc., avoir si possible
des acteurs privés, ceux qui peuvent exploiter des systèmes de covoiturage, de vélos libre-service, d'autopartage, etc., les avoir autour de la table. Donc ça, c'est un sujet de faisabilité. Et puis sur l'opportunité, il faut que quelque part, il y a une envie, un modèle économique. Donc, soit on fait ça pour une raison de service public, c'est-à-dire que c'est la collectivité et le contribuable derrière qui paye pour la mise en place d'un système masse. Est-ce que tous les élus le souhaitent? Est-ce que c'est l'attente des citoyens aussi? Donc c'est quand même un critère d'opportunité. Pour qu'un acteur privé se lance dans le mass, il faut, en général, faut qu'il trouve un modèle économique. Donc est-ce qu'il se fait rémunérer par la collectivité? Autrement dit, est-ce que la collectivité lance un appel d'offres pour une plateforme mass et subventionne d'une certaine manière ça? Ou bien est-ce que l'acteur privé il arrive à se rémunérer autrement, soit par des commissions de distribution? Mais bon, dans le monde du transport public, le poignet moyen, il est tout faible, voire parfois nul. Donc c'est difficile de gagner de l'argent avec de la commission de distribution. Est-ce qu'il gagne de l'argent avec de l'audience sur ces canaux, avec de la publicité, avec de la vente d'autres offres? Ou bien est-ce qu'il a l'air insuffisamment solide pour faire ça sans gagner de l'argent, mais soit dans l'objectif d'un gain futur, parce qu'il va prendre toute la place sur le marché, et c'est un raisonnement que peuvent avoir les acteurs tech, les GAFAM, ou bien un acteur privé qui a l'air insuffisamment solide, il va le faire dans une optique plus défensive, c'est-à-dire il va se dire si c'est pas moi qui le fais, ça va être un autre, et du coup je vais perdre la relation directe avec le client, or j'ai pas envie de me faire des intermédiaires. Donc ça c'est autant de critères d'opportunité et de faisabilité qui font qu'on se lance ou pas dans un projet masse. Je crois que M. Hervouet, lui, considère que le problème du mass, au risque de plomber le débat, c'est qu'il n'existe pas. Donc, selon vous, il y a tout un tas de freins. Ils peuvent être juridiques, économiques. Est-ce que vous voulez exposer votre point de vue? Bonjour à tous. Effectivement, je ne veux pas être provoquant, mais le mass, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et malheureusement, on le fait peu. Un peu comme les adolescents et puis le sexe, par exemple. Il y a effectivement énormément de freins avec le mass. C'est ce qu'on peut, nous, on est acteurs technologiques dans le domaine du mass, mais pour autant, ce qu'on voit, c'est que dans 95% des cas, ce qu'on nous demande, c'est des applications d'information voyageurs multimodales avec une interface ticketing, billettique, et avec une information sur les vélos, les gares, mais ça reste assez loin du mass, en fait. La promesse du mass, c'est d'avoir une application unique, avec un compte unique, un moyen de paiement unique, et de pouvoir consommer sa mobilité de bout en bout, de manière multimodale, sans passer vers d'autres applications. Le premier frein, du coup, il est technologique. C'est-à-dire qu'il faut, dans cette application, proposer des parcours qui soient au moins au niveau des acteurs en fait, qui l'intègrent. Et les acteurs qui l'intègrent, c'est des acteurs de VTC, des acteurs de free floating, qui sont souvent mieux dotés que les acteurs du mass pour proposer des interfaces évidemment très adaptées à leur propre service, avec la complexité en plus de gérer la superposition de ces services. Donc c'est le premier frein, mais il est à l'heure de ChatGPT, je pense qu'il est surmontable. L'autre frein, je pense qu'il est d'ordre... et c'est le principal, il est d'ordre économique en fait. Ce que vous disiez en fait, aujourd'hui, quel est l'intérêt de faire un mass pour quel acteur en fait? Donc ça peut être défensif, effectivement. Ça peut être un acteur du monde du transport, un opérateur de transport qui se dit avec le mass, je transforme mon service en un service de bout en bout au lieu d'un service d'arrêt à arrêt, c'est un service d'adresse à adresse. Et donc, j'étends mon service. Voilà. Sauf que ce qu'on constate, c'est que les opérateurs de transport, c'est un gain faible par rapport à l'investissement, par rapport à la prise de risque. Et du coup, ils préfèrent souvent se concentrer finalement sur leur propre service. Donc, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas clarifié en fait, comment on pouvait atteindre des business models équilibrés pour les acteurs du mass, ça patinera en fait, je pense, comme aujourd'hui. On le voit en fait, le modèle distributeur-fournisseur, on en entend parler à la radio là, dans la grande distribution. Il y a des discussions.
tendu entre des acteurs dont les intérêts économiques sont bien compris et qui ont des rôles différents. Et voilà. Et aujourd'hui, dans le MAS, on n'a pas du tout atteint cette équation, en fait. Très bien. Et Monsieur Mottet, vous, pour votre part, vous entendez par une application MAS un moyen de changer les comportements. Comment faire? Oui, justement, pour rebondir un petit peu à ce qui a été dit précédemment, une application MAS ou un service MAS, il est plutôt là pour donner accès à n'importe qui aux différentes offres de mobilité. Mais pour moi, je pense qu'il faut que ça aille un petit peu plus loin que ça. Et pour moi, l'objectif du MAS, ça doit en effet changer les comportements. Et comment le faire? Déjà, on doit informer et on doit inciter à changer. Informer, alors bien évidemment, on connaît tous les calculateurs d'itinéraire. C'est une des briques du MAS, très importante, bien évidemment, multimodale, qui permet de construire un trajet de bout en bout en utilisant les différents modes de mobilité. Mais ça doit être également un canal de communication digitale aux mains des transporteurs, aux mains des autorités, pour pouvoir pousser des informations personnalisées aux différents utilisateurs. Il faut absolument que cette information elle soit personnalisée pour qu'elle ait de la valeur. Et ensuite, on doit inciter à des comportements plus vertueux. Plus vertueux, on connaît d'avoir des transports plus verts, on va dire. Ça, c'est assez facile à comprendre, mais également plus vertueux pour l'économie locale, par exemple, ou sur les impacts sur la société. Pour ce faire, on va plutôt pousser des offres combinées, c'est-à-dire que si vous allez à un endroit, que vous utilisez le transport public, puis la trottinette, voire acheter directement un ticket d'une activité que vous allez faire, vous pouvez avoir une réduction sur vos tickets de bus. Ou vous pourriez avoir des privilèges, c'est-à-dire que si vous venez au musée ou au cinéma en utilisant le transport public, vous avez un billet coup de fil qui permettra de rentrer plus rapidement dans la place de cinéma. Donc comment on arrive à mieux personnaliser l'information et de mieux inciter les gens à changer ce comportement? Très bien. Claire Barito, ça n'est qu'une brique dans le monde du MAS, mais le titre unique est un énorme chantier en cours. Est-ce que vous pouvez nous résumer les intentions du gouvernement, les travaux réalisés, peut-être revenir sur le hackathon qui a eu lieu, sur leurs gagnants et peut-être sur le calendrier de déploiement de ce fameux titre unique dont nous attendons beaucoup? Merci. Avant cela, j'aimerais revenir sur le pourquoi. Mais pourquoi le MAS? Pourquoi un service du multimodal? Ça a l'air très technocrate, tout ce qu'on dit là depuis le début. Je pense qu'on oublie, et je pense qu'avec tout ce qui se passe avec le réveil écologique, avec ce qu'a dit en début de semaine la Première ministre lors du Conseil national de la transition écologique, c'est pourquoi on fait tout ça. C'est pour avoir une vraie solution alternative aux véhicules individuels. Un mode sobre, écologique et qui maintient au niveau énergétique une possibilité de toujours vivre sur une planète vivable. Donc en utilisant ce qui a déjà été fait, donc en France, on est les champions d'Europe du kilomètre de route. On a 1 million de kilomètres de route. Donc aux États-Unis, ils en ont 6 millions. Donc, vous voyez la proportion, on en a beaucoup plus que la Pologne, par exemple, et on est en densité équivalente par rapport en Belgique. L'idée, c'est pas d'en construire plus, c'est de les optimiser et effectivement, il y a de la congestion. Je pense qu'avec le week-end de l'Ascension, on a encore vu. Je pense qu'il n'y a pas encore vraiment de conscience. Moi, j'ai pris le train, j'ai eu 3h30 de retard. Bon, il faut vraiment être convaincu écologiquement pour se dire je continue à prendre un mode ferroviaire qui a 0 empreinte carbone, ou quasiment pas. Mais au-delà de ça, il y a les convaincus, ok, mais pour que ça puisse diffuser à toute la société, il faut permettre des modes interopérables, simples, où on puisse calculer en avance son trajet ou avoir une alternative si on n'y arrive pas, prendre même un taxi VTC si finalement son bus n'est pas là, si on arrive plus tard, le covoiturage, etc. Et que toutes ces fonctionnalités permettent l'utilisation sans couture. Sinon, on ne rendra jamais désirable les mobilités partagées.
on ne rendra jamais désirable par rapport à la voiture, soyons clairs. Et notre enjeu principal, nous, État, mais au niveau européen, hein, c'est vraiment d'offrir une vraie alternative désirable. Parce qu'il y a moins de problèmes de sécurité routière, il y a des avantages, on peut être en convivialité, on peut effectivement faire autre chose que conduire. Et tout ça, en fait, on ne sait pas le marketer. Il y a quand même un sujet, et je pense que le MaaS, on doit arriver à marketer. Alors, j'en viens au titre unique, qui est une sorte de marketing, en fait. C'est une sorte de marketing parce que se dire, on va enfin proposer, et l'écosystème va y travailler en intelligence collective, à lever tous les irritants pour tous les types de passagers, quel que soit le découpage administratif de la France, en AOM local, AOM régional, national, etc. Peu importe. En fait, au final, qui c'est qui va utiliser les transports ? C'est pas, le conseiller de tel territoire. C'est tous les Français, et la majorité des Français, il faut les convaincre au-delà d'un engagement, comme je dis, citoyen. Il faut qu'on leur apporte un vrai service. Et dans mobilité par association de services, on oublie que le dernier mot, c'est service, et c'est là-dessus. Donc, qui dit service doit dire satisfaction client. Et donc, en fait, on doit faire ça. Donc, le hackathon titre unique qu'on a fait lors du forum de l'AIT, c'était répondre à des besoins clients. On a fait un peu le monde à l'envers, c'est-à-dire qu'on a effectivement, grâce à la mouvance avec la fresque de la mobilité, pris des vrais personae qui ont des irritants dans le quotidien, qui au final ne prennent pas les transports en commun, collectifs, partagés, parce qu'ils ont trop d'irritants dans leur quotidien. Ça leur demande une surcharge mentale, surmenage, investissement, etc., etc. Et puis par ailleurs, quand ils ont une voiture au garage, autant l'utiliser. Donc on est parti de cette logique-là. Il y a 10 équipes en compétition qui ont, avec 60 participants, qui ont réfléchi, qui ont fait un vrai hackathon de 2 jours et demi, et qui ont proposé 10 solutions. Et avec devant un jury politique, 2 solutions ont été choisies, la carte LEM et France Move, donc une application numérique et une carte physique, puisqu'on a été très attentif à ce que ça soit aussi un service inclusif, notamment pour les personnes à mobilité réduite, mais pas que, les malvoyants, etc. etc. Donc, le ministre Clément Beaune s'est engagé. Il y a eu un énorme relais presse local, national, télé, etc. S'est engagé à expérimenter d'ici 2 ans les solutions qui ont été retenues au hackathon. Donc, nous avons pris en interne dans l'équipe, et je salue le travail de ma collaboratrice qui est là, sur lequel beaucoup de travail repose sur ses épaules. Nous sommes en train de travailler la faisabilité technique, juridique. Technologique, c'est pas la peine. Il y a toutes les briques technologiques qui existent, mais vraiment techno-administratives, liées aussi à l'organisation territoriale des autorités organisatrices des mobilités. Et donc, on vous donne rendez-vous pour le calendrier et les suites lors du webinaire du 20 juin. Vous trouvez les liens sur le site de France Mobilité pour la mobilité du quotidien. Voilà. Très bien. Et je crois que Arnaud Aimé, à propos de la faisabilité du MaaS, je crois que vous avez dressé une liste de prérequis pour que ça fonctionne. Donc vouloir le faire, c'est bien. Faire en sorte que ça marche, c'est mieux. Et parmi les conditions que vous avez identifiées, je crois qu'il y a la coordination tarifaire, mais pas que. Oui, effectivement. Je croyais que vous alliez m'interroger sur ma participation au webinaire du 20 juin, mais je m'inscrirai. Pour que donc la voiture, c'est quand même super pratique. Ça permet d'aller de bout en bout, sans rupture de charge, sans acheter des titres de paiement, etc. C'est globalement assez économique, donc il n'y a pas de péage urbain en tout cas. Donc pour que le MaaS fonctionne, c'est-à-dire qu'on trouve une alternative avec une combinaison de moyens de transport collectifs, il faut que ce soit pratique. Donc pour l'utilisateur, pour le voyageur. Donc on a pas mal parlé là du fait de pouvoir trouver en regardant à un seul endroit l'itinéraire qu'on veut prendre, et ça c'est important surtout quand on est un occasionnel, de pouvoir acheter aussi de manière simple pour l'ensemble du parcours et pas seulement pour chaque segment. Il faut aussi que économiquement pour le voyageur ce soit intéressant.
S'il doit payer un trajet ponctuel, qui en général sont les trajets les plus, ceux qui représentent le tarif le plus élevé par rapport aux abonnés, un ticket unitaire ponctuel pour le bus, un autre pour le train régional TER et un autre pour une session ponctuelle d'un vélo libre-service, ça ne va pas le faire pour lui, ça ne va pas être intéressant. Donc il faut pouvoir proposer aux voyageurs des formules tarifaires pour faire de bout en bout et qui soient intéressantes. Donc ça peut être des formules d'abonnement pour des utilisateurs très réguliers, mais sinon ça peut être aussi des formules de pay as you go, c'est-à-dire on facture le voyageur en fonction de ce qu'il consomme réellement. Peut-être d'ailleurs que le voyageur, il ne sait pas à l'avance s'il va beaucoup voyager dans le mois ou un petit peu voyager. Et à ce moment-là, il y a des solutions qui existent pour dire on va regarder tout ce que tu consommes, tout ce que tu voyages pendant le mois, et à la fin du mois, on va t'appliquer la formule la plus favorable. Soit c'est une formule un peu de pay as you go, où on va te payer, on va te facturer de manière unitaire, soit on va t'appliquer plutôt un abonnement parce qu'à posteriori, ça aurait été plus intéressant pour toi. Tout ça, ça fonctionne à condition que les fournisseurs de services de mobilité, donc les collectivités ou bien les acteurs privés, si on met aussi du covoiturage, du VTC, du taxi ou autre, se mettent bien d'accord sur les formules tarifaires qui peuvent être proposées. S'il n'y a pas de formule tarifaire intéressante, la bagnole sera certainement plus économique. Très bien. Yann Hervouet, vous êtes confronté à une réalité du marché. Vous constatez, je crois, que les commandes d'appli concernent davantage de la billettique traditionnelle, entre guillemets, du transport à la demande, mais pas ou peu la mobilité en tant que service. Effectivement, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Nous, aujourd'hui, l'essentiel de notre activité, elle est autour d'applications, d'information voyageurs, transport en commun, M-Ticket. La grande nouveauté cette année, c'est qu'on intègre beaucoup de transport à la demande. Donc l'expérience du transport à la demande, elle est aujourd'hui en train de rejoindre les applications principales en fait, des opérateurs. Donc ça, c'est effectivement la réalité qu'on constate. Donc ça rejoint les freins. Moi, je rejoins ce qui est dit sur la simplification au niveau des tarifs, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui est déjà à l'œuvre. Moi, je le vois, par exemple, dans ma région, la région sud, il y a eu une simplification spectaculaire, en fait, de la gamme tarifaire. Et ça rend vraiment l'accès à la région beaucoup plus lisible, beaucoup plus... Voilà, il y a l'urbain, il y a l'interurbain, et puis on est sur une gamme tarifaire vraiment orientée vers les voyageurs. Et je pense que l'Île-de-France aussi a intégré le Covid d'une certaine manière, qui a fait que les gens ont perdu l'appétence pour les abonnements annuels et cherchent justement un peu plus de pay as you go. Donc on va vers des tarifs qui vont être en post-paiement. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus proche en fait des attentes des gens et de leur usage. Derrière, il faut que la technologie suive et que la technologie permette de créer un petit peu de manière dynamique ces tarifs en fait. Et là, aujourd'hui, créer un nouveau produit tarifaire, c'est quand même une machine, c'est un projet informatique, c'est très compliqué. Il faut trouver les moyens, justement, peut-être avec le post-paiement, d'avoir beaucoup plus de dynamisme là-dedans. Un petit peu comme on l'a vu dans le monde des télécoms. Les télécoms, on a plusieurs opérateurs qui créent régulièrement des nouveaux produits complexes, en fait, qui vont intégrer différentes offres et qui vont être capables de les créer, de les mettre sur le marché en un mois. En fait, il faut qu'on arrive à ça dans la mobilité. François Mottet, je crois que votre vision de la mobilité en tant que service, ça repose en partie sur le fait de combiner le parking du véhicule particulier avec les transports collectifs ou partagés. Quels sont vos outils pour y parvenir ? Oui, tout à fait. On parle beaucoup du véhicule personnel. Je pense qu'il ne faut pas pointer du doigt les utilisateurs de véhicules personnels parce que ça représente 70% des trajets, en gros. Et surtout, bon nombre de trajets où les gens n'ont pas le choix. C'est-à-dire tout le monde n'habite pas Paris, Lyon, Marseille ou les grandes villes françaises. Et pour aller de sa maison plutôt à la campagne, dans un centre-ville, bien évidemment, vous êtes obligé bien souvent de prendre votre véhicule personnel du fait du manque d'autres services plus verts, on va dire. Donc, un des premiers services à intégrer dans une application MaaS est en effet l'accès au parking en voirie ou au parking d'ouvrage. Une appli MaaS qui ne propose pas
l'accès au parking a peu de chances d'être beaucoup utilisé. Ça, c'est déjà le premier point. Ça permettra ensuite d'inciter les utilisateurs de véhicules personnels qui n'ont pas le choix de changer de comportement pour, par exemple, le dernier kilomètre ou les 2-3 derniers kilomètres. C'est-à-dire, je crois énormément au parking relais. Vous allez déposer votre véhicule à la périphérie d'une ville et ensuite, vous allez utiliser les transports publics ou un véhicule partagé. Créer une application qui est capable de faire le lien entre le véhicule personnel et des offres partagées, avec des offres combinées, qui permet d'avoir, par exemple, le parking gratuit si vous utilisez le transport public après, va permettre de changer les comportements, puisque les gens ils vont vraiment comprendre l'intérêt de faire ce changement. Notamment, plus de congestion dans le centre-ville, vous prenez votre transport en commun et vous n'êtes pas complètement bloqué depuis votre maison pour aller à votre endroit. Très bien. Claire Barito, en ce qui concerne les passages à grande échelle de la mobilité en tant que service, vous avez pointé comme difficulté le fait qu'il faille faire émerger des standards. Quels sont les travaux en cours? Quel est l'état des lieux? Je crois que vous avez décompté 200 systèmes billettiques en France, 500 AOM. Donc comment s'en sort-on vis-à-vis de cette réalité au minimum confuse? Oui, on faisait la comparaison d'ailleurs entre les fromages en France et le nombre de systèmes billettiques. Donc, je ne vous donnerai pas la réponse qui est plus grand que l'autre. Vous pouvez chercher sur Internet. Mais effectivement, on est dans le même ordre de grandeur. Pour en venir sur ce sujet-là, effectivement, en plus avec la LOM, il y a eu tout un volet gouvernance des mobilités qui a été développé. C'est d'ailleurs un des articles un titre de la LOM les plus importants, qui a donné lieu à des nouvelles autorités organisatrices des mobilités, de l'ordre de 500, qui viennent compléter les 500 existantes. Donc on est à peu près à 1000 autorités organisatrices des mobilités. Et oui, il y a 200 systèmes de billettique en France, mais potentiellement beaucoup plus, puisqu'il y a beaucoup plus d'autorités organisatrices des mobilités. Comment on veut que des voyageurs puissent se retrouver dans ce maquis de systèmes de billets où il y aura à chaque fois un système de titres de transport différents, un système de tarification, on vient de le dire. Mais si on a l'information, c'est après la charge de chaque autorité organisatrice des mobilités d'être en responsabilité de cela. L'État n'a pas cette responsabilité. Mais en tout cas, nos voisins européens y sont arrivés, entre autres. Il y en a d'autres exemples dans le monde, si vous voyagez, d'avoir un titre qui permette de faire des trajets sans couture sur plusieurs réseaux de transport. Et nous avons vécu finalement, on est au bout du chemin, puisqu'on a vécu 30 à 40 ans de décentralisation. Maintenant, en fait, pour que vraiment on ait un effet de levier, un système qui fonctionne, on a une décentralisation pour des bonnes raisons, pour faire des services au plus près des besoins de chaque territoire et citoyen sur les territoires. Mais il est nécessaire d'avoir des standards d'interopérabilité pour passer d'un système à un autre, parce que finalement, sinon, on multiplie par autant les financements publics pour financer la même chose. Donc c'est une perte aux interfaces énorme de dépenses publiques. Et donc nous effectivement travaillons avec la commission 03, ASN 03 de normalisation de la FNOR, justement pour aller le plus possible à des standards. Donc on envisage effectivement de sortir un arrêté ministériel pour par exemple, un standard d'opérabilité pour le covoiturage, de voir des masses avec opérateurs de covoiturage. Le travail est très abouti sur ce sujet-là. Et puis sur tout ce qui est distribution, enfin toutes les interfaces que peut générer un service intégré mobilité as a service. Pour qu'ensuite ces briques puissent être réutilisées, notamment dans les appels d'offres des collectivités. Et que derrière, il y ait un développement de ces services numériques qui puissent être complètement transparents pour les citoyens, quel que soit leur territoire. Je voudrais juste rappeler que effectivement, la part modale de la voiture est de 8 sur 10 et que le taux de remplissage est de 1,1. C'est-à-dire qu'en moyenne, sur 4 sièges, il n'y en a qu'un qui est rempli. Dans les années 90,
on était à 2. Donc, je veux bien le volet défaitisme, mais je pense qu'on peut y aller collectivement. J'ai fait une expérience mystère ce week-end sur des personnes qui m'ont dit, je ne savais pas qui j'étais, qui m'ont dit ah oui, mais moi je fais de l'écologie chez moi, mais quand je prends ma voiture, ma bagnole, non. Enfin voilà, c'est même pas la recherche de. Donc je pense qu'on a quand même une marge de progression. La part modale des transports en commun par bus, c'est de 7%. Donc notre système, il n'est pas du tout performant et je pense qu'on peut, voilà, et 10% pour le ferroviaire. Mais on en est très loin et la majorité des transports en commun se sont faits par bus. Il n'y a que 20 villes qui ont un tramway et 6 villes qui ont un métro. Donc en France, sur les 200, vous pouvez calculer combien développent des transports collectifs par bus et qui sont utilisés que 7 trajets sur 100, qui est ridicule. Arnaud Aimé, la fragilité du modèle économique, quelle est votre vision à son sujet? Puisque je crois que c'est l'une des difficultés que vous pointez quant à l'émergence du MaaS. Le niveau de fragilité, il est élevé. Et s'il n'était pas si élevé, il y aurait davantage de systèmes MaaS. Yann soulignait tout à l'heure que du vrai MaaS, il y en a encore peu sur le territoire. Et si on a peu, à mon avis, c'est moins pour des raisons techniques que sur des raisons économiques. Je commençais à en parler tout à l'heure, mais j'ai peut-être pas assez détaillé. J'ai dit que les acteurs privés, ils peuvent avoir un intérêt au MaaS, mais bon, ça se mesure, c'est pas flagrant non plus. J'avais dit que les acteurs publics, enfin les collectivités, peuvent investir dans le MaaS si elles considèrent que ça relève d'un service public ou qu'il y a un certain intérêt pour les politiques publiques. L'intérêt économique, c'est pas forcément l'intérêt financier, c'est aussi l'intérêt par rapport à des politiques publiques qu'on peut avoir. Donc, je vais détailler ce point-là en plus. Le MaaS, on parle beaucoup de l'intérêt que ça a pour les voyageurs, à quel point ça leur rend service. Idéalement, ça leur fait basculer depuis la voiture vers les modes de transport plus vertueux, collectifs. Donc ça, c'est un intérêt aussi pour la collectivité, c'est-à-dire qu'elle pousse au rabattage depuis le véhicule individuel vers le transport collectif. Mais il peut y avoir d'autres avantages pour la collectivité. Et c'est là-dessus qu'il me semble que jusqu'à présent, ça peut avoir un effet déceptif, pour reprendre votre point du début, Loïc. C'est-à-dire que il me semble que l'idée du MaaS, enfin en mode étendu, c'est aussi récupérer des informations sur la mobilité, c'est-à-dire comment les gens bougent. Et exploiter dans quelle mesure ils utilisent le transport public. Parfois, ils n'utilisent pas le transport public, mais on peut quand même récupérer de l'information dessus. Pour fournir ça aux collectivités, pour fournir ça aux élus, même de manière très anonymisée, peu importe, pour que ça les aide à dimensionner, enfin, à mieux structurer leur offre de transport, c'est-à-dire à mieux définir les dessertes des lignes de bus, mieux définir les plages horaires de fonctionnement de la ligne de bus, mieux définir les fréquences de lignes de bus. Tout ça, ça repose sur une meilleure connaissance des flux des besoins en mobilité, de la consommation de mobilité, y compris avec la voiture, et puis de la consommation aujourd'hui du transport public. Et j'ai l'impression que ces informations-là remontent encore assez peu aux collectivités et leur permettent encore assez peu d'organiser ou de réorganiser leur réseau de transport public en fonction de ça. Très bien. Yann Hervouet, autant l'ouverture des données est imposée par la loi. Donc tout le monde, en fait, a la matière première pour développer, en tout cas les données sont disponibles pour développer en fait une appli MaaS. Mais à côté de ça, Claire Barito va peut-être me corriger, mais je crois qu'il n'y a aucune obligation légale de développer une application MaaS. Donc, Yann Hervouet, selon vous, qui a intérêt à développer une appli MaaS? Alors effectivement, je ne pense pas qu'il y ait d'obligation. Par contre, il y a quand même une incitation qui est effectivement dans la LOM, que j'ai relue aujourd'hui. Et je parie que je suis le seul de vous tous aujourd'hui. Ma conviction, en fait, c'est que concernant le digital, le sujet de la marque est très important. Il y a beaucoup d'expériences de MaaS en fait, qui sont lancées avec de la création de marques et qui restent à côté de leur audience par déficit de notoriété. On a une force très importante avec les opérateurs de transport aujourd'hui qui ont une marque en fait, qui est connue sans même faire une communication particulière.
Tout simplement parce qu'on voit des trains, on voit des bus qui passent tous les jours devant soi en 4x3. Et donc, cette notoriété, aujourd'hui, il faut capitaliser dessus pour l'amener dans une notoriété digitale et dans un usage digital. Et ça, moi, je peux vous garantir que ça marche très très bien. Quand on lance une application sur un territoire, personne ne la connaît partout dans le territoire, mais alors sur le territoire en question, tout le monde la connaît très très vite. Et il y a instantanément beaucoup d'usages en fait. Et un usage dont rêvent toutes les startups qui se lancent en B2C. Donc pour moi, le MaaS, il doit capitaliser sur ces marques en fait, et sur des marques d'opérateurs urbains ou des marques d'opérateurs régionaux. Et je vois au niveau régional, quand on lance un service sous la marque Zoo, par exemple, en région sud, bah, il y a une audience plus importante que quand on lance un service digital différent de la marque du réseau interurbain en fait, régional. Donc, pour moi, on doit inciter les opérateurs de transport dans leurs services digitaux à les étendre vers le MaaS et à devenir l'épine dorsale en fait, du MaaS, hein, ce qui me semble complètement logique, puisque c'est les principaux intéressés. C'est eux qui ont besoin de solutions effectivement, de rabattement ou de débattement pour compléter leur trajet. Voilà. François Mottet, justement à propos de la force des marques, dans le cadre des applications MaaS et de l'intégration des différents services aux applications, je crois que vous constatez que les différents acteurs du transport n'ont pas tous le même comportement. En particulier, je crois que vous avez noté que les plateformes de covoiturage étaient pas particulièrement enthousiastes à l'idée d'être intégrées à une appli parce qu'elles préfèrent éventuellement défendre leur propre marque. Donc on a toute la question de la défense de telle ou telle marque au détriment d'une autre. Oui, pour un peu rebondir au sujet des marques, ce que vous venez de dire, en effet, les marques d'un grand transporteur ou d'un réseau de transport public est connu et peut simplifier l'acquisition, on va dire, de nouvelles personnes. Mais pour moi, une appli MaaS doit être aux couleurs du territoire ou de la ville. C'est un vrai outil de communication et un outil pour connecter les politiques avec leurs citoyens. Donc on est au Bird, hein, on est plutôt à pousser des applications en marque blanche aux couleurs du territoire qui leur permettra de mettre en avant ces marques. Et ensuite, pour parler du covoiturage, le covoiturage est un service, techniquement, est un service assez complexe, puisque l'expérience utilisateur est assez complète. Vous devez faire le lien entre les différents covoitureurs, vous devez créer les différents trajets que vous allez faire, optimiser les trajets. Vous avez des fois des chats entre les différentes personnes qui doivent communiquer entre eux. Et reproduire cette expérience utilisateur dans une appli MaaS alors qu'elle existe déjà est relativement complexe. Et en plus, les sociétés qui font du covoiturage ont développé leur marque et ne sont pas hyper ouverts, on va dire, à être intégrés dans une application tierce. En revanche, pour moi, on est capable de faire une intégration smart, j'allais dire une intégration plus légère, qui permet, par exemple, dans l'application MaaS, de retrouver les différents parcours de covoiturage que vous avez réservés, de retrouver un historique des différents trajets que vous avez pu effectuer avec l'application cible, et puis, encore une fois, d'inciter, je dirais, les voyageurs à mixer différentes mobilités. Vous pouvez faire du covoiturage jusqu'à un parking relais. Je remets toujours un petit peu une pièce sur les fameux parkings relais, mais vous pouvez faire du covoiturage jusqu'à un endroit de la ville. Et ensuite, vous allez utiliser, par exemple, le transport public. Ou, quand vous faites du covoiturage, vous devez des fois aller à un endroit pour rencontrer votre personne qui va vous accompagner et vous devez laisser votre véhicule quelque part sur un parking. Là aussi, vous pouvez très bien dire, vous avez le parking pour déposer votre voiture durant le week-end qui est gratuit parce qu'après, vous allez effectuer un voyage en covoiturage. Donc, on peut mixer les deux et je pense que cette intégration un petit peu intelligente, légère, apportera également beaucoup à la promotion de ces offres. Claire Barito, la mobilité en tant que service, c'est la multimodalité, c'est la recherche de la fin de l'autosolisme. Mais selon vous, je crois que c'est aussi l'interconnexion des territoires.
Oui, les déplacements, c'est aller à la rencontre, c'est s'ouvrir, c'est être curieux, c'est faire des échanges voilà, qui soient conviviaux, amicaux, familiales, économiques. Donc, au ministère des Transports, on est pour les déplacements. Enfin, je veux dire, j'espère que je n'ai pas donné le signal inverse. Voilà, mais c'est toujours complexe d'allier écologie, économie, voilà, envie. Et je pense qu'on peut donner de l'envie à la multimodalité. Et ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Les territoires, ils sont responsables. Les régions, elles sont chefs de file, donc elles doivent coordonner la mise en place effectivement d'organisation des mobilités sur leur territoire en jouant le rôle de chef d'orchestre et d'écoute, de concertation pour fédérer et permettre que cela se développe. Donc, on a mis en place un groupe de travail spécifique pour le titre unique, spécial autorité organisatrice des mobilités, parce que justement, on souhaite être dans une posture d'écoute. Et ça ne sert à rien d'aller sur finalement le rêve. Enfin, c'est important d'avoir un rêve, c'est d'avoir un cap. Mais je pense que ça se construit petit caillou par petit caillou, le chemin. Et donc, cette construction, elle se fera avec les AOM. Elle doit se faire avec les territoires et leurs représentants. Et justement, Arnaud Aimé, à propos des limites, vous pointez le fait que les solutions techniques ne résolvent pas tout. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que l'humain a sa place? Est-ce que l'infrastructure a sa place? Quelle est la limite de la technique? Que peut-on en attendre et que ne faut-il pas en attendre? Une question de disserte. La technique ne peut pas tout. Oui, j'imagine que la technique ne peut pas tout et qu'il faut de l'humain nécessairement. Sur le MaaS, il y a le sujet du canal par lequel on interagit avec le voyageur. Donc, on pense beaucoup à l'appli sur le smartphone pour chercher son itinéraire, pour acheter son billet, Plan Book Ticket, et puis ensuite pour pouvoir l'utiliser pour la validation au moment de rentrer dans le moyen de transport. Bon, il faut que tout le monde ait un smartphone compatible. Il faut que tout le monde, il faut que les usagers soient à l'aise avec cette utilisation-là. Or, alors, tous les réseaux de transport public, ils n'ont pas la même fréquentation, mais dans des réseaux de transport public dans des villes moyennes, par exemple, ceux qui les utilisent aujourd'hui sont aussi ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une voiture, pas forcément les moyens d'avoir un smartphone dernier cri, pas forcément les gens qui sont les plus à l'aise avec l'outil numérique. Donc, pour éviter la fracture sociale et numérique, il faut aussi proposer des canaux qui soient compatibles avec ces personnes-là. Il y a le sujet de l'âge aussi qui compte. Donc, le MaaS, et avec toutes ces promesses technologiques, n'est pas incompatible pour moi avec le fait de proposer aussi des canaux physiques pour interagir avec les gens. Je pense à quoi? Alors j'allais dire automate, mais bon, il faut aussi être à l'aise avec l'automate. Il faut aussi, pour certains bassins de mobilité, maintenir des canaux humains, puisque l'humain, ça compte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on propose au guichet pour ces personnels, pour ces populations-là, comment les agents en contact avec la clientèle, et si on veut qu'il y ait encore des agents en contact avec la clientèle, comment est-ce qu'eux-mêmes ils proposent des trajets d'ensemble, comment est-ce qu'ils proposent et distribuent un titre de transport qui permette d'emprunter successivement les différents modes. Voilà, il y a ce point de l'humain pour les canaux d'interaction avec le client. Et si on voulait étendre la question, je ne suis pas sûr que c'était l'objet de la question, mais la technique, pour l'instant, ne résout pas tout non plus, mais elle pourrait résoudre davantage de choses. Mais mes collègues sauront peut-être mieux en parler que moi. Comment mieux conseiller les clients sur les trajets qu'ils doivent prendre, le trajet le plus avisé. Yann parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Mieux conseiller le client là-dessus. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans le domaine. Sur l'aspect technique aussi, on peut aller encore plus loin, j'imagine. Et justement, Yann Hervouet, à propos d'aspects non techniques, quelle est votre vision de la responsabilité de l'offreur de solutions MaaS, de l'offreur de l'appli, en termes sa responsabilité vis-à-vis de l'utilisateur?
Est-ce que pour vous, ça fait partie des problèmes en suspens? Alors, je pense que c'est effectivement un problème qui est aujourd'hui pas complètement résolu. C'est-à-dire que si dans un MAS, on achète un titre urbain et un train longue distance, si le retard du titre urbain nous fait rater le train, je ne sais pas si on obtient le remboursement complet auprès de l'opérateur. Et pour autant, c'est bien la logique des agences de voyage aujourd'hui, par exemple. Si une agence de voyage vous vend un service complet avec l'hôtel et de l'avion, s'il y a une grève d'avion, c'est hors de question que vous payiez l'hôtel. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un décalage entre la maturité qu'on voit justement pour ces déplacements longue distance, qui ont été sûrement mûris avec cette logique d'agence de voyage, mais aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de services de type Opodo qui proposent de la location de voiture, de l'hôtel, du train et de l'avion. Et en fait, ce sont des services d'acteurs globaux dont les interfaces aujourd'hui sont très très matures. Aujourd'hui, si on veut intégrer, et qui ont d'ailleurs toutes des agrégateurs aussi. Il y a des agrégateurs pour la location de voitures, pour les hôtels, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur la mobilité urbaine, il n'y a pas cette maturité. D'abord, effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs dont les interfaces sont évolutives. On parlait du covoiturage, mais je pense que c'est tout à fait transposable à l'autopartage. Les expériences sont très différentes d'un acteur d'autopartage à l'autre. Parfois, on va faire des photos de la voiture, parfois pas du tout. Voilà, peut-être que le free floating est en train de se normaliser, mais c'est aussi évolutif. Donc aujourd'hui, la question selon moi, cette question-là, elle est entière. La question de la responsabilité de l'offreur par rapport au service et la question de qui parle à l'utilisateur en fait. Pour l'utilisateur, à qui il achète le service. Et je pense qu'effectivement, on a des visions du MAS au service d'une ville apaisée, d'une ville décarbonée, au service d'une solution qui va être une alternative réaliste par rapport à la voiture. Mais aujourd'hui, on n'a pas résolu le problème de l'opérateur de transport qui veut distribuer du CityScoot ou du Lime et qui se retrouve au téléphone avec un utilisateur qui se plaint parce que sa roue est cassée ou parce qu'il a eu un accident sur la voirie. Et donc, ça, c'est une responsabilité aujourd'hui qu'il ne veut pas prendre. Donc, moi, je pense qu'il manque aujourd'hui un joint ou je sais pas, quelque chose qui rendrait le système étanche, là, qui le rendrait plus efficace, qui permette à la fois de prendre la responsabilité vis-à-vis des utilisateurs, qui permettent de gérer les flux financiers aussi, parce que l'argent public et l'argent privé est difficilement compatible. Donc la question de l'encaissement et du coup de la caisse chambre de compensation, on n'en a pas parlé, mais c'est une complexité, je pense, importante. Et puis la question, oui, de prendre langue avec tous les opérateurs pour établir des contrats de distribution. Voilà, il y a trop de villes pour chaque opérateur et il y a trop d'opérateurs pour chaque ville. Donc cette espèce de complexité, voilà, de cardinalité. Donc, bon, nous, on est un acteur technologique à Instant System, mais aujourd'hui, on est en train de lancer une offre justement pour simplifier à la fois ces questions d'encaissement, de relations avec les utilisateurs, de contractualisation avec les opérateurs, pour permettre d'arriver en fait dans des applis publics de collectivités ou d'opérateurs de transport qui vont simplement rajouter un module EMI, qui s'appelle EMI, c'est notre service. Je suis désolé de cette page de publicité impromptue, mais qui permettra simplement de rajouter d'autres options de mobilité sans pour autant que ces opérateurs de transport ou ces collectivités prennent la responsabilité des roues crevées et des problèmes quotidiens en fait, de ces services. Monsieur Mottet, vous voulez changer les comportements par l'appli MAS et vous avez une approche qui se fonde sur des mesures incitatrices. Vous en avez une qui s'appelle le MobiScore, qui est inspiré par le Nutri-Score. Il s'agit d'inciter à la décarbonation. Donc j'émets moins de CO2, je vais être récompensé. Je soutiens l'économie locale, je suis récompensé. Est-ce que vous pouvez détailler la démarche ? Oui, l'idée, c'est d'inciter et d'informer. Aujourd'hui, on connaît mal l'impact de nos voyages sur différents critères. On peut rapidement connaître l'impact sur l'écologie, mais l'impact sur la société et l'impact sur l'économie, elle est beaucoup plus difficile à prévoir. Donc on a développé des algorithmes qui permettent de calculer un score
en fonction de différents critères, donc économiques, sociétales et écologiques, bien évidemment. En fonction également de la politique du territoire. C'est-à-dire que ce n'est pas un score qui serait égal pour tous les territoires, mais en fonction de la politique que le territoire souhaite mettre en avant, on est capable de mettre à jour ces fameux algorithmes et donc de pouvoir calculer l'impact sur le territoire de votre voyage. Et on est capable, directement dans le calcul d'itinéraire, de visualiser si vous êtes A, c'est super, si vous êtes D ou E, c'est un petit peu moins bien, mais en prenant en compte ces différents critères. Et ainsi, une fois que vous avez l'information, vous avez toujours le choix de prendre, bien évidemment, quelque chose qui est moins bien noté, mais vous êtes conscient de le faire. Et si vous voyagez dans un comportement beaucoup plus vertueux, vous êtes capable d'obtenir des points et ensuite d'être incentivé sur certains critères qui peuvent être bien évidemment sur des réductions quand vous achetez des tickets, hein, mais comme je disais tout à l'heure, le billet coupe-fil pour accéder à tel événement dans la ville, par exemple. Donc, ce n'est pas forcément monétaire, j'allais dire, mais ça peut être plein de types d'incitations. Monsieur Jean-Luc Gibelin nous a rejoint et je l'en félicite. Alors je suis désolé, vous prenez le train en marche, mais ça n'est pas grave, vous avez un magnifique logo SNCF derrière vous. Et je vous lance immédiatement la première question. Je crois que selon votre perception de l'appli MAS, selon vous, son développement, sa mise en œuvre incombe à la région en raison de son rôle de coordination. Comment voyez-vous les choses ? Bonjour et désolé évidemment du retard. Oui, nous pensons sur la région Occitanie, mais plus globalement à la région de France, qu'il est indispensable que les régions soient associées. Alors, je ne sais pas s'il faut dire que cela incombe uniquement aux régions, ce qui pourrait signifier que nous en revendiquons d'être les seuls à décider. Ce n'est pas vraiment la démarche, mais par contre qu'il ne peut pas y avoir eu par la loi de confier aux régions d'avoir cette coordination et cette responsabilité des mobilités en général et ne pas les associer quand il s'agit d'être sur le service. Parce que tout ça, j'ai entendu une partie là, des échanges, évidemment, et d'abord et avant tout, avec une destination, c'est qu'il y a la réponse donnée aux usagers, il y a la facilitation donnée aux usagers. Nous n'envisageons pas qu'il y ait la mise en place de ces moyens en dehors de cet objectif premier et qui nous mobilise, c'est-à-dire vraiment celui de faciliter, de rendre transparent, de rendre fluide l'usage pour les usagers et du coup de lever les freins au passage au transport en commun, parce que sur l'ensemble, ce qui mobilise, c'est de pouvoir accélérer le report modal de la voiture de solo au transport en commun en général. Très bien. Je reste avec vous, Monsieur Gibelin. Le contexte récent, depuis 2017, n'a pas permis aux collectivités locales de marquer la moindre pause, puisqu'en fait, le contexte réglementaire a évolué très rapidement. Vous avez eu des tas de chantiers à développer depuis. Est-ce que vous pouvez nous résumer la situation actuelle qui me semble être celle d'une montée en charge et d'autre part, tout ce qu'il a fallu accomplir depuis 2017 ? Oui, je pense que c'est important de prendre un instant sur cet aspect. D'abord, nous sommes plusieurs régions qui, en 2017, avons dû engager des fusions de régions, ce qui n'était pas simple. Si je prends l'exemple que je connais le mieux, c'est celui d'Occitanie, mettre ensemble la région Midi-Pyrénées et la région Languedoc-Roussillon qui avaient sur les conceptions des mobilités des organisations qui n'étaient pas communicantes et qui n'étaient pas du tout construites ensemble. Ça a été un temps de travail important. C'est vrai
pour nos collègues de Nouvelle-Aquitaine, ça a été vrai pour nos collègues de Grand Est et vrai pour d'autres encore, ou Bourgogne-Franche-Comté, où il a fallu travailler cette perspective de mise en commun. La région Aura a été aussi dans la démarche. Donc, cela a pris beaucoup de temps. Quels qu'aient été les choix des présidentes et présidents de ces différentes régions, il a fallu ce temps-là. Et c'était dans la même période où les régions se sont vues par la loi NOTRe confier la responsabilité des transports interurbains qui étaient au département, puis la montée en charge, la préparation de la montée en charge de la loi LOM avec l'ensemble des autres mobilités. Donc, j'allais dire, il ne s'est pas passé une année sans qu'il y ait des modifications notables par rapport à ce qui se passait l'année d'avant. Donc, bien sûr, il est important que nous continuions et que nous accélérions encore les changements. Il est important que nous répondions mieux encore aux attentes des usagers, mais je pense qu'il est tout de même utile de regarder qu'en quelques années, il s'est passé des modifications très importantes qui, aujourd'hui, peuvent paraître naturelles, mais qui étaient, il y a encore 4, 5 ans, 6 ans, dans des organisations qui n'avaient rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ce travail a été important. Et pour le concrétiser sur ce qui est aujourd'hui l'attente, évidemment, des usagers, quand les régions ont en même temps la cohérence et la compétence sur le transport interurbain et le transport ferroviaire, évidemment, c'est plus facile d'avancer sur la mise en commun des informations et sur la mise en cohérence de ces différents réseaux. Mais en même temps, ça se travaille à l'échelle de la région. Nous, il y avait par exemple, il y a 13 départements dans la région Occitanie, il y avait 12 façons différentes de fixer les tarifs du transport scolaire, par exemple, et il y avait des modes d'organisation des transports interurbains qui étaient quasiment chacun spécifique pour l'ensemble des départements. Donc, voilà, c'est pour insister tout de même sur toute cette transformation qui s'est passée en peu de temps et qui fait que nous sommes en situation de pouvoir aborder de nouvelles transformations et de nouveaux éléments qui vont faciliter la vie des habitantes et des habitants de nos régions. Très bien. Claire Barito nous a parlé déjà, avant que vous nous rejoigniez, du titre unique national. Mais je crois que pour vous aussi, c'est une question très importante. Quelle est votre vision à ce sujet ? Oui, alors le ministre en parle régulièrement. Il l'a encore évoqué hier matin dans un colloque à Paris en redisant sa détermination à ce que ça puisse se faire rapidement. Il a convenu que de ses expériences européennes, ce que lui disaient les services, ce n'est pas possible en moins de 10 ans. C'est aussi le retour qu'il a eu, mais il a réinsisté en disant qu'il considérait que nous devions, en France, nous fixer le fait de le faire dans les 2 ans. Pour ce qui nous concerne, à la fois sur région de France, mais sur la région Occitanie, je peux encore plus facilement en parler, nous sommes évidemment prêts et disponibles pour avancer sur toute expérimentation. Je sais que d'autres collectivités, comme les intercommunalités, sont aussi, dans bien des cas, prêtes à avancer. Le GART a souvent avancé aussi sur des propositions. Après, il nous semble qu'il faut faire tout de même très attention à ce que le besoin, la nécessité d'en parler, les moyens qui peuvent être mobilisés sur ces aspects ne le soient pas ou au détriment ou pour ne pas avancer sur des questions qui me paraissent au moins aussi structurantes, voire plus structurantes, que sont celles
des infrastructures de mobilité. Parce que, bien sûr, pour l'usager, un titre unique ou la possibilité que les titres qu'il utilise communiquent entre eux, c'est indispensable. Et d'ailleurs, à l'échelle de notre région, nous avons déjà avancé sur un certain nombre de choses et nous le poursuivons. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je pourrais vous donner les éléments importants dans notre région qui ont montré que nous avons déjà avancé sur un certain nombre de choses et nous sommes prêts à le faire. Mais je pense qu'il faut en même temps être très clair. Nous ne pourrons pas avancer sur des propositions pour les usagers si les infrastructures ferroviaires et routières ne sont pas nettement améliorées dans la période et si elles ne permettent pas le développement de l'offre. Donc, il me semble qu'il faut, de ce point de vue, être très, très attentif à ce que le besoin de le réaliser, et c'est une bonne chose de pouvoir le faire. Nous avions pris l'engagement dans le cadre des États généraux du rail et de l'intermodalité en région Occitanie en 2016. Ça faisait partie des demandes et la présidente s'était engagée à ce que nous puissions monter au plus vite et nous y travaillons. Donc, nous y sommes favorables, je le redis, mais nous sommes aussi très inquiets sur le fait qu'il y a besoin d'un vrai choc d'investissement sur les infrastructures. Ça a été demandé par les présidents de région dans le cadre d'une tribune qu'ils avaient fait dans la presse nationale. Il y a besoin de cet effort sur les infrastructures et je pense qu'il nous faut faire attention à ce que ça ne sorte pas des préoccupations et des radars au motif que d'autres questions seraient peut-être plus facile ou en tout cas paraîtrait plus accessible. Il n'empêche que la question de l'infrastructure est vraiment une question fondamentale pour l'ensemble des mobilités. Donc, me semble-t-il, il ne faut pas être aveuglé par le titre unique au point d'occulter les besoins d'infrastructure. C'est bien ça. Arnaud et oui, il faut mener les deux ensemble, à minima. Si je peux me permettre, je pense que tout va dans ce sens-là. Enfin, la Première ministre a annoncé 100 milliards d'euros pour les infrastructures. Voilà, enfin, il n'y a pas de somme telle sur le titre unique, je rassure tout le monde. Enfin, on en est vraiment loin, très très loin. Et donc, il y a d'ailleurs un projet de loi qui est dans les tuyaux, qui doit passer au Parlement en juin, sur les services express régionaux métropolitains. Donc, on ne peut pas dire que ça avance pas en même temps. Enfin, c'est bien la logique systémique. Si on veut un système performant, il faut les infras, il faut le choc d'offres des services aussi, parce que s'il n'y a pas une fréquence haute de trains, de bus et une alternative réelle, peu importe les infrastructures qu'on aura, ça ne marchera pas. Et donc, il y a aussi une performance aussi des réseaux, avec de plus en plus, ces dernières années, se sont beaucoup développés les bus à haut niveau de service. C'est un vrai gain, une vraie performance, une satisfaction client-usager qui est à poursuivre. Et donc, je rappelle qu'à l'époque, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé 900 millions d'euros pour cofinancer 162 projets de transport collectif en site propre, dont une grande majorité de bus à haut niveau de service. Donc c'est important d'être sur les trois volets. Et aussi, bien sûr, le dernier kilomètre qui reste le ticket, le titre, qui va finalement donner à l'usager la possibilité d'emprunter un service. Arnaud Aimé. Je suis d'accord, si vous me permettez, je suis d'accord, mais vous voyez, l'annonce de la Première ministre, elle passe par les lettres de mission confiées au préfet de région pour négocier les volets mobilité des contrats plan État-région. Ces lettres de mission ne sont toujours pas arrivées, la négociation ne peut toujours pas avancer, et donc la concrétisation de l'annonce n'est aujourd'hui pas encore au rendez-vous. Donc les présidents et présidentes de région de France ont écrit à la Première ministre la semaine dernière pour lui redire cet attachement à ce qu'il y ait cette concrétisation pour que justement nous puissions avancer et concrétiser tout cela. Le choc d'offres, les collectivités s'y sont déjà engagées. Il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été faites. Plusieurs régions ont nettement augmenté l'offre, mais nous sommes à un moment
où il faut vraiment faire cette bascule avec une participation sur les infrastructures. Quand on compare ce qui se passe à l'échelle européenne, ce qui est mis par an et par habitant en France sur les infrastructures en Allemagne et en Suisse, on passe de 1 à 4 à 10. Donc, évidemment, cette question, elle est centrale par rapport à tout ce que nous pouvons porter ensemble. Arnaud Aimé, le drame du transport public, c'est que bien souvent le client est anonyme. Quelles sont vos pistes pour, malgré cette difficulté, comment créer de l'informatique décisionnelle à partir de ça? Comment créer de la valeur? Alors là, on zoome beaucoup plus que le débat sur l'essor du transport public. Et effectivement, dans le transport public, beaucoup de gens qui voyagent sont des anonymes. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas du coup pourquoi ils voyagent, on ne sait pas ce qu'ils veulent. En plus, quand ils achètent un ticket, on ne sait pas non plus quel trajet ils empruntent exactement. En général, il y a de la validation à l'entrée dans le système de transport. Il n'y a pas de validation à la sortie du système de transport. Il n'y a pas de check-in, check-out systématique. Et la méconnaissance des voyages, c'est gênant. J'avais discuté avec l'une des personnes présentes dans la salle de comment mieux mesurer les passagers kilomètres. Parce que la consommation de transport public réel, c'est ça qui permet de dimensionner les réseaux, c'est ça qui permet de voir si les politiques de transport public elles sont efficaces ou pas. Donc vous parliez, Loïc, de système décisionnel, donc de tableau de bord et tout ça. Ce qui manque, il me semble que c'est d'abord, pour l'instant, l'information brute, c'est-à-dire quels sont les trajets empruntés par les gens réellement. Où est-ce qu'ils ont pris, où est-ce qu'ils sont entrés dans le mode de transport, et à quel moment ils en sont sortis. Comment est-ce qu'on réconcilie cette connaissance des voyages une fois qu'on l'a? Et le MAS peut aider à l'avoir, parce que si les voyageurs ils sont tout le temps avec leur smartphone, avec une appli intéressante pour les itinéraires, etc., peut-être que ça aide à générer des traces là-dessus. Bon, ensuite, il faut pouvoir réconcilier ça avec de quel client il s'agit. Alors, on parle beaucoup des contraintes RGPD, de protection des données personnelles. Je pense que c'est un faux frein. Enfin, on n'a pas besoin de connaître le nom et le prénom de la personne. Si déjà on sait que c'est une même personne qui a fait tel trajet, ça aide quand même à mieux comprendre les déplacements des gens. Pour les politiques publiques. Ça aide aussi, par rapport à ce que Yann disait tout à l'heure, quelque chose qui est hyper complexe, qui sont les chambres de compensation, c'est-à-dire on fait une tarification unique, on vend des tickets ou on vend des abonnements. Ensuite, il faut distribuer l'argent qui a été récupéré ou les subventions versées par les autorités organisatrices vers les bons transporteurs. Donc la connaissance des voyages, une meilleure connaissance des voyages, ça permet d'être plus précis dans la répartition des revenus entre chacun des transporteurs qui a contribué au parcours multimodal. Et puis, dernier point un peu technique, où c'est aujourd'hui un peu compliqué de réconcilier les données, c'est qu'on a donc des systèmes billettiques, alors qui sont aussi nombreux que le nombre de fromages, ou plus ou moins. Enfin, je regarderai sur Internet, mais bon, il y en a beaucoup, quoi. certainement aussi savoureux. Sauf que les systèmes billettiques, donc ils sont à la fois de l'informatique, mais aussi du hardware, c'est aussi des équipements de validation, etc. C'est souvent des systèmes propriétaires qui sont pas très ouverts. Et quand on veut récupérer des données depuis le système billettique, qui est spécifique à chaque territoire, avec des systèmes d'information plus client, c'est-à-dire la connaissance client, l'information voyageur, les applis masse, c'est deux mondes qui, d'un point de vue informatique, discutent pas trop entre eux, et c'est ça qui nuit à une meilleure compréhension des déplacements pour les élus, pour les politiques publiques, ou pour répartir les revenus, par exemple. Ou voir les effets d'action marketing aussi. Et justement, Yann Hervouet, à propos de l'offre actuelle, comment est-ce que vous estimez son degré de maturité? Alors, de quelle offre on parle de l'offre appli, MAS, billettique. La maturité, elle est vraiment diverse. Si on est... moi, ce que je vois aujourd'hui, par exemple, si on parle de la billettique, c'est un sujet complexe qui est aujourd'hui porté par des industriels qui s'attachent en fait à faire en sorte que les gens qui sont dans les transports publics soient en règle en fait.
C'est ça le principal sujet. Et quand on parle d'interopérabilité, c'est de l'interopérabilité entre systèmes pour que quelqu'un qui est porteur d'une carte dans une ville puisse aller prendre le car et aller dans une autre ville et puis l'utiliser. Là, on est sur du coup de l'interopérabilité d'usage. Et nous, on ne voit pas du tout de normalisation aujourd'hui dans la partie vente, en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que les billettiques servent en fait un acteur qui est souvent monopolistique et donc ne sont pas attachés au sujet vente et donc positionner l'opérateur de transport dans un système de transport, un système de mobilité plus global et compétitif. Donc faire en sorte que la vente du transport soit aussi pratique en fait que n'importe quel autre service. Aujourd'hui, c'est plus difficile d'acheter un titre de transport urbain quand on arrive à Roissy que de prendre un EasyJet pour aller jusqu'à Roissy en fait. Donc il faut absolument arriver à simplifier en fait la vente et la consommation. Donc aujourd'hui, alors je dis pas du tout qu'on a des acteurs qui sont pas matures, hein, attention, on a des acteurs qui ont des systèmes qui sont très solides, mais cette partie vente, elle est surtout pas normalisée en fait. Donc en fait, il y a une complexité à l'intégrer à chaque fois. Et après, par rapport aux acteurs de mobilité, en fait, je pense qu'il y a peut-être plus de maturité et d'appétence à être intégré dans un MaaS par les acteurs de free floating qui ont de toute façon leur usage qui est acquis, puisqu'ils ont leur trottinette, leur vélo qui sont dans la rue. Donc les gens arrivent sur le vélo et ont envie de le prendre. Leur marketing, il est acquis comme ça. Pour les acteurs de VTC, c'est très différent. Les acteurs de VTC, il faut connaître Uber ou ses concurrents pour dégainer l'application et l'utiliser. Et donc le sujet de la marque et de la connaissance est beaucoup plus important. Donc l'appétence à être intégré et désintermédié dans une app MaaS est beaucoup plus est bien différent. Donc il y a une, nous c'est ce qu'on constate en fait, les acteurs selon leur point de vue, selon leur position et leur activité ont une position très très différente par rapport au MaaS. Je voudrais rajouter par rapport à ce que disait Monsieur Gibelin dans le rôle des régions. Pour moi, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'ouverture de la concurrence dans le domaine du ferroviaire, conjuguée aux investissements forts. On voit surtout qui conduit les trains, à qui appartiennent les trains. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on va opérer la distribution en fait, des titres. Je pense que cette ouverture à la concurrence, quand bien même c'est SNCF qui continue dans beaucoup de régions d'opérer les lignes, ça change radicalement la façon dont on envisage en fait la distribution du ferret, et ça donne aux régions un rôle effectivement beaucoup plus important dans cette distribution, dans cette intégration tarifaire, et je trouve ça vraiment très intéressant. Et aujourd'hui, on est encore au tout début en fait de cette histoire-là en France. François Mottet, en tant qu'offreur de solutions, quelles sont les évolutions de la demande que vous percevez et les évolutions de l'offre que vous percevez également? Donc, en fait, vers quoi va-t-on? Bon, j'ai déjà parlé d'informations personnalisées, d'informations qui permettent de prendre en compte différentes préférences des utilisateurs, d'inciter des comportements plus vertueux via des bonus, pour faire simple. Mais ce qu'on voit de plus en plus, et ce qu'on pousse aussi côté Flowbird, c'est de connaître, d'intégrer dans les applications MaaS la finalité du déplacement. Quand on se déplace, c'est pour faire quelque chose. Vous vous déplacez, vous allez voir un match de foot, vous allez au cinéma, vous allez au musée, vous allez voir un concert. Et on souhaite intégrer directement ces activités dans l'application. C'est ce qu'on fait à Monaco avec aujourd'hui 6 services culturels et touristiques intégrés, et on sera à plus de 13 à la fin de l'année. Et ceci va nous permettre également de promouvoir ces comportements vertueux. Il y a toujours un objectif derrière ça. Si vous allez voir un match de foot à l'AS Monaco, vous pouvez acheter votre ticket directement dans l'application. Vous allez pouvoir connaître comment vous y rendre. Vous allez des fois avoir le petit bonus qui vous dit si vous y allez en transport public, le transport public est gratuit ce soir. Et vous allez pouvoir avoir
un système de notification personnalisé pour vous rappeler 2 jours avant le match. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, vous avez acheté un billet et ce soir, vous allez pouvoir y aller en prenant le bus ou en prenant une trottinette. Mais attention, ce week-end-là, la ligne 12 est fermée. Donc, il faudra passer, pas comme d'habitude, mais passer par une autre ligne. Donc, toujours contextualiser l'information et donc promouvoir des comportements plus vertueux. Un très grand merci à nos 5 intervenants pour toutes les informations qu'ils nous ont apportées. Maintenant, c'est à vous de poser vos questions à nos invités. Qui se lance ? Un des pairs du Grand Paris Express, je crois. Bonjour, Pascal Ozannet, consultant en mobilité. De ce que je retiens des différentes interventions, c'est que le modèle économique, il n'est pas vraiment au rendez-vous. Je me souviens qu'au moment de l'ouverture des données, au moment de la LOM, on s'était dit les GAFAM vont rafler la mise, ça va être un booking.com, la désintermédiation, etc., etc. Bon, les GAFAM, ils ont vu qu'il n'y a pas un modèle économique, donc ils ne sont pas impliqués dans le dispositif. Ce qui ne veut pas dire que le MaaS ne peut pas avoir une utilité générale, une utilité collective. Et donc c'est la question aussi qu'on peut peut-être se poser, c'est-à-dire en quoi par rapport aux enjeux, le MaaS peut apporter une réponse en tant que régulation, en tant qu'outil de régulation. Alors les enjeux, on les connaît, enfin, il y a la consommation d'espace en milieu urbain, dense, donc là il y a un choix modal, enfin, là, il y a les modes de transport collectif, le vélo sont faiblement consommateurs d'espace comparé à la voiture, et il y a le problème de la pollution, donc c'est moins dans les centres urbains. Enfin, les dernières études montrent que la pollution en CO2, c'est les gaz à effet de serre, donc c'est 2 à 3%, mais c'est surtout en périphérie hors agglomération, périphérie centre, où là vraiment c'est là qu'on retrouve les fortes émissions. Il y a le problème aussi de l'accessibilité, enfin le déficit d'offres pour la périphérie centre et périphérie. Il y a aussi la question de l'optimisation de la chaîne modale, et puis aussi la question de la saturation des réseaux, notamment en heure de pointe, sur certains types de liaisons qui est très coûteux. Genre dans les transports urbains, le dimensionnement se fait toujours sur l'heure de pointe, donc c'est extrêmement coûteux. Donc là, il y a peut-être des économies à faire en étalant l'heure de pointe. Et donc là, le MaaS, est-ce qu'il ne peut pas jouer un rôle de régulateur, sachant que les enjeux sont différents selon les territoires? Et donc là, un régulateur, et moi j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Jean-Luc Gibelin, la région peut jouer un rôle, parce que les enjeux sont différents selon les territoires, et donc là, la région, en tant que chef de file, et donc la LOM le confère, là je pense que le MaaS au niveau régional peut avoir une pertinence, en coordination évidemment avec les AOM, bon, chacune a ses spécificités. Donc c'est vraiment un commentaire, mais aussi une question, comment la région peut vraiment s'impliquer en tant que, compte tenu des enjeux différents selon les territoires, je vais laisser donner la liste, en tant que régulateur, tout en respectant évidemment l'autonomie des AOM en bonne intelligence, évidemment. Je pense que là, il y a une piste importante qui pourrait peut-être redonner du souffle au MaaS, qui aujourd'hui, Yann Awad l'a bien expliqué avec une expression qui lui est propre, mais que là, voilà, la promesse n'est pas vraiment au rendez-vous, mais là, peut-être lui donner un nouveau souffle sous l'égide des régions. Quelqu'un veut réagir ? Moi, je veux bien. J'avais l'impression que le sujet s'adressait aussi à Jean-Luc Gibelin, mais juste pour commencer, moi j'ai l'impression que le MaaS est particulièrement utile pour justement les zones un peu périphériques. Donc dans les zones centrales des grandes villes et des métropoles, les solutions de transport, elles sont assez claires, évidentes, et elles peuvent être assez souvent monomodales. Nécessiter qu'un seul mode, quoi. Par contre, en périphérie, si on veut d'une part décarboner et puis aussi rendre du pouvoir d'achat aux gens, parce que prendre la voiture c'est cher, le pétrole c'est cher. Si on passe au véhicule électrique, le véhicule électrique c'est bien, mais c'est cher en investissement initial. Il faut proposer des solutions alternatives. Et pour ces déplacements périphérie vers centre-ville, ou bien entre des périphéries, sur des pas des radiales, des transversales, quoi, ou tangentielles, c'est là où des modes de transport moins massifs
que du bus régulier ou du mode lourd, métro, tramway, sont pertinents. Le transport à la demande, les parcs relais, le covoiturage, c'est sur ces trajets-là que ces solutions de transport-là sont intéressantes, sauf qu'il faut mieux les faire connaître, il faut mieux proposer aux gens un parcours bout en bout qui associe pas seulement le transport en commun classique, mais aussi ces modes-là. Il me semble que c'est là-dessus que le MaaS s'avère particulièrement pertinent. Monsieur Gibelin, vous voulez réagir également? Oui, je partage ce qui a été dit. Je pense vraiment que le rôle de coordinateur de la région, mais coordinateur veut bien dire que ça se fait avec les collectivités. On ne peut pas faire de la coordination contre les collectivités ou sans les collectivités. Donc c'est bien une coordination de ce qui se fait sur les différentes autres autorités, des autres autorités d'organisation des transports. Ce rôle permet d'envisager d'avancer en la matière. Après, si vous me permettez juste pour aller dans le sens de ce qui a été évoqué, pour ce qui nous concerne sur l'Occitanie, nous allons avoir une nouvelle appli là, dans les jours qui viennent qui va intégrer une brique de M-Ticket qui évidemment va permettre d'avancer. Nous sommes aussi sur la démarche de l'open payment qui est fait dans un certain nombre de collectivités métropole ou agglo, La Rochelle et Lyon pour ne pas les citer, qui a montré sur le transport urbain son intérêt et que nous expérimentons sur du transport interurbain, à la fois dans le Gard et la Lozère, donc avec des départements qui ont des liens avec des agglos importantes, et puis un département comme la Lozère où évidemment il y a moins de dimension urbaine, mais où c'est aussi important de travailler les deux. Et c'est aussi pour insister sur un aspect que l'intervenant précédent vient de pointer, c'est que c'est très important, à notre avis, de mesurer qu'il y a une attente et une appétence qui n'est pas liée au fait d'être sur un territoire urbain ou pas, et que le besoin du report modal, le besoin de lever les freins au report modal, il est vrai sur l'ensemble du territoire, en tout cas à l'échelle d'une région comme la nôtre, nous le vivons sur l'ensemble des départements et très au-delà d'une attente qui pourrait être considérée comme réservée à un monde urbain ou hyper urbain. C'est bien évidemment un besoin qui va très au-delà. Et nous l'avons vu, par exemple, sur l'aide à l'acquisition du vélo ou de la voiture électrique d'occasion. Nous avons eu des demandes qui se répartissent de manière tout à fait harmonieuse sur l'ensemble du territoire régional. Et c'est très loin d'une simple concentration dans les milieux très urbains. Et je crois que c'est important d'avoir cette dimension. Et du coup, ça montre bien qu'il y a cette nécessité de passer les étapes en la matière. Et nous en avons, nous, passé un certain nombre. Je sais que d'autres régions sont aussi dans ce cadre-là. Voilà, il nous faut continuer vraiment dans ces expériences positives qui, au fur et à mesure, permettent de convertir de nouveaux usagers au transport en commun. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Peut-être juste pour compléter sur un autre aspect, je reviendrai sur la Convention citoyenne pour le climat, où a été remonté très fortement que pour potentiellement réguler, mais ce n'est pas l'objet même en fait. Il peut y avoir d'autres mesures que de la régulation. En tout cas, il y a nécessité de connaître sur son territoire, connaître quels sont les modes de transport. On a déjà, enfin en tout cas les mobilités, les déplacements que font l'ensemble des voyageurs, qu'ils soient en véhicule individuel, qu'ils soient en transport collectif, qu'ils soient à vélo, à trottinette, etc. Et donc là, le rôle notamment du législateur, c'est de pouvoir le réguler, ou en tout cas
permettre cette ouverture des données. Et donc, il y a un article dans la loi climat résilience qui n'a pas encore de décret, mais sur lequel la CNIL est consultée très fortement pour permettre le partage de la connaissance, notamment des assistants de déplacement numériques, pour que finalement donner la main aux AOM pour qu'elles connaissent bien ce qui se passe sur leur territoire et adapter l'offre aux besoins, à la demande. Et donc, je reviens sur le sujet de la régulation. Je pense que le législateur peut justement, dans ces cas-là, apporter de la régulation. Puis, je me fais une incise, puisqu'on peut se féliciter que le décret d'application pour interdire les vols aériens quand il y a une offre alternative du ferroviaire à moins de 2 heures, enfin, qui permet un trajet ferroviaire à 2h30 est sorti. Et je pense que c'est aussi un grand engagement qui a été souhaité par les citoyens et sur lequel, eh bien, ça y est, c'est appliqué. Et c'est aussi ça, permettre une offre alternative, c'est des fois la régulation qui va jusqu'à l'interdiction. Nous avions une question là-bas. Bonjour, ce sont des questions un peu remarques et qui pourront amener une réflexion. François Gribouval, j'ai travaillé pendant 5 ans au syndicat Mixatomod, donc sur justement la construction du MAS normand. Et désormais, je rejoins un cabinet suisse sur les questions d'offres de transport et de multimodalité. Et ces 3 points. Un premier point, c'est sur l'offre. Alors, M. Gibelin l'a amené finalement assez tard dans les débats, mais c'est vrai d'insister sur l'offre est quand même extrêmement importante et qu'il faudrait simplement pas oublier dans la discussion que le MAS, c'est très bien, mais si l'offre est limitée, et voilà, Mme Barito l'a rappelé aussi, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, l'Île-de-France est un bon exemple. Il y a une offre très dense en Île-de-France depuis longtemps, et bien avant le MAS, l'Île-de-France avait des parts modales qui étaient bonnes. Donc il faut, je pense, garder ça en tête. Il y a eu une remarque aujourd'hui, de M. Hervouet sur le fait qu'il n'y avait pas de MAS aujourd'hui en France. Et là, j'interroge juste un peu la définition de MAS. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes sur la conduite autonome, des niveaux de conduite autonome. Et je ne sais pas si pour le MAS, on ne pourrait pas avoir aussi cette approche et de se dire on a un niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 5. Le niveau 5, c'est peut-être le Graal avec Cityscoot et Lime. Est-ce que le niveau 3 ou le niveau 2, voire même le niveau 1, ne serait pas déjà les transports publics sur une même application? Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc c'est vrai que là, dans le débat, les discussions aujourd'hui, on pourrait croire qu'acheter un titre de train et de bus, c'est possible sur une même application. Et c'est quasiment impossible aujourd'hui dans la majeure partie des régions. Donc c'est vrai que peut-être y aller par étapes peut être un point important. Oui, pardon. Oui, je vous en prie. Et un dernier point, je ne veux pas monopoliser, un dernier point, c'est l'aspect sur la réaction de monsieur, je n'ai plus votre prénom à gauche. Pardon. Arnaud. Enchanté. Sur d'avoir un besoin de données. Donc moi, bien évidemment, la donnée est importante, mais je pense qu'il ne faut pas oublier justement la fonction de base du MAS qui est vraiment au service de l'usager. Et je fais juste un parallèle, parce que je pense que ces discussions-là ont pu avoir lieu il y a 15 ans, mais un parallèle avec les billetiques les billetiques sur carte qui ont été créés. Et les billetiques sur carte, pour y avoir justement travaillé en région Normandie, on voyait que c'était beaucoup un outil, pas que, mais un outil pour les exploitants, donc pour avoir des validations, encaisser les recettes, mais que finalement l'usager, la carte en plastique, on lui a surtout donné comme une solution. On ne s'est pas vraiment interrogé si la carte en plastique c'était le meilleur support. La validation, il y a de nombreux pays européens qui ne valident pas en entrée dans les transports, et ça c'est un geste très français et aussi d'autres pays, mais voilà. Et donc de ne pas oublier que le MAS, il faut, pour peut-être lui simplifier la vie et permettre de le faire, de ne pas lui mettre trop de complexité et de lui. Voilà. Quelqu'un veut réagir? Peut-être je peux réagir, François, sur le deuxième point. En fait, effectivement, le MAS, il y a une gradation. En fait, il y a 5 niveaux qui définissent le niveau de profondeur d'intégration. Le niveau 5 étant le niveau où on commence à vraiment utiliser le MAS comme outil de politique publique pour du coup jouer sur les tarifs. Et voilà. Là, aujourd'hui, le Graal absolu, il s'arrête au niveau 3, en fait. Et il est souvent au niveau 1, en fait. Voilà. Donc, si effectivement on a une définition plus extensive du MAS, effectivement là on commence à en avoir un certain nombre. Mais si le MAS aujourd'hui on veut en faire un outil de politique publique, il faut nécessairement aller plus loin. Et aujourd'hui
Voilà. Et je pense que ça rejoint d'ailleurs la question du modèle économique. Aujourd'hui, je pense que le problème du MAS, c'est qu'il répond bien enfin, il répond partiellement à des problèmes de beaucoup d'acteurs. Il répond aux besoins de la collectivité, aux besoins de l'opérateur public, des opérateurs privés, des citoyens, et éventuellement, voilà, il simplifie l'accès aux infrastructures dans une ville. Mais le problème, c'est que tout ça, ça fait beaucoup d'acteurs. Et quand on veut décarboner une ville ou quand on veut mieux organiser l'espace public, on ne pense pas instantanément au MAS, en fait. Donc le MAS, il arrive en priorité 3 de beaucoup d'acteurs. Donc à un moment, il faudrait trouver comment on fédère ça, on en fait une initiative. Et effectivement, on en fait un outil de connaissance. Parce que le MAS, demain, sera un outil de connaissance, notamment des trous d'offres, là où, voilà, absolument exceptionnel. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore cet intérêt suffisant. Une autre question ? Monsieur a levé la main une fraction de seconde avant vous. Vous aurez la parole juste après. Bonsoir, Olivier Warraud, Flaubert. Ma question, c'est sur le report modal. Qui est l'objectif finalement du MAS? Est-ce qu'on a des expériences en France, en Europe ou dans le monde où la mise en place d'un MAS ou d'un titre universel, national, on l'appelle comme on veut, a permis de faire un véritable report modal où finalement c'est des gens qui prenaient déjà les transports qui finalement le prennent d'une manière numérique? Qui prend la question? Je reviendrai sur la question de l'offre. Hein. Si on a beau avoir la meilleure application du monde qui fait tout, qui a tous les modes de transport, s'il n'y a pas l'offre, elle ne servira à rien. Donc, je pense qu'il y a ce sujet-là. J'ai une collègue qui a été au Japon il n'y a pas très longtemps. C'est incroyable. Déjà, en pensant l'espace public, ils n'ont pas de parking le long des routes. Et puis, pour avoir une voiture, il faut absolument, pour avoir l'autorisation d'acheter une voiture, il faut avoir un parking privé. Donc, c'est repenser complètement la logique inverse. C'est-à-dire que pour eux, la logique, c'est les transports collectifs. Et puis, une petite frange de la population, c'est la voiture individuelle. Donc, les expériences. Et en fait, ils ont beaucoup investi dans les infrastructures, dans l'interopérabilité de la billettique. Ils ont des réseaux fermés comme nous en France. Donc, ils ont fait 10 ans de travaux pour arriver à un niveau. Maintenant, il y a une carte. Si vous allez au Japon, une carte, vous pouvez prendre n'importe quel réseau. C'est au kilomètre, mais ça dépend beaucoup de l'autorité organisatrice des mobilités. Qui a donné des tarifs différents en zone de montagne, etc., enfin Hiroshima et autres. Donc franchement, ça dépend énormément finalement déjà je rejoins tout à fait ce qu'a dit M. Gibelin, de l'infrastructure et de l'offre. Voilà, la couche supérieure, c'est effectivement les masses. Oui, pour compléter sur la mesure de l'impact, je crois que c'est le CEREMA qui avait organisé des groupes de travail sur comment mesurer l'impact du MAS. Il y a très peu de recul, de retour d'expérience, et très peu de recul encore, mais il y avait eu je crois que dans certains réseaux, je crois que c'était notamment en Finlande ou en Suède, je sais plus, des enquêtes qui avaient été menées auprès de ceux qui utilisent le MAS. Alors le problème, c'est que ces enquêtes, elles sont biaisées, puisque les gens qui utilisent le MAS, c'est un peu des convaincus aussi, ou des early adopters. Et cela disait, il me semble, qu'ils déclaraient, 30 à 50% d'entre eux déclaraient prendre plus souvent le transport public qu'avant, utiliser plus souvent aussi les vélos en libre service. Un peu surprenant, ils disaient aussi qu'ils utilisaient plus le taxi et moins leur voiture individuelle à eux. Mais bon, cette mesure-là, elle est très biaisée, c'est basé sur du déclaratif. Et pour faire le lien avec la question d'avant de François sur il n'y a pas que les données qui comptent, il y a aussi satisfaire l'usager. Comment est-ce que c'est bien de vouloir satisfaire l'usager? Après, c'est bien de vérifier qu'on est en train de le satisfaire et qu'on répond à son besoin. Et je pense que la mesure sert aussi à vérifier ça sur en quoi le MAS améliore les choses, ou même utiliser le MAS, et en particulier le compagnon de voyage, comme moyen de vérifier la quantité d'utilisation du transport public, autrement dit, dans quelle mesure, avec les politiques de transport public qu'on a, sur la desserte, mais aussi sur les tarifications, comment ça impacte les déplacements des gens. Madame a une question. Oui, bonjour, Nathalie Tepp, je suis membre d'une association qui appartient à l'AFNOT. Donc je vais faire des observations plus terre à terre au niveau usager. Pour parler de la billettique et d'un prérequis, la tarification.
Et le prérequis, c'est que les AOT et les AOM proposent une grille tarifaire simple, lisible, logique, compréhensible. Je vous ferai grâce de toutes les incongruités qui peuvent exister partout en France. Il y a déjà les premières qui sont par classe d'âge. Certains tarifs jeunes, c'est jusqu'à 24 ans, d'autres à 25. Donc, sur 2 réseaux adjacents, comment vous faites pour avoir un titre sur les 2 réseaux? Pareil pour les seniors, ça varie là de 60 à 75 ans. Et alors, au sein même d'un même réseau comme la SNCF, entre les TGV, les TER, les autocars, on n'arrive pas des fois à avoir un billet qui permet de tout combiner et tout enchaîner. Et je vous citerai juste un exemple de ce que j'appellerais l'exception culturelle parisienne au niveau de la France, désolé. Sur le billet, juste le billet, le ticket unique RATP, que l'on peut utiliser au choix en surface pour prendre le bus et le tramway, ou métro, RER, mais pas les deux. J'ai trouvé... Alors, avant d'avoir un masque qui intègre... Est-ce qu'on peut déjà, avec un seul ticket, qui soit papier, téléphone, tout ce que vous voulez, voyager sur le réseau RATP et d'autres réseaux en France avec le même billet? Qui prend la question? Madame Barito? Monsieur Gibelin. Oui. Allez, Monsieur Gibelin. Non, mais allez-y, je réagirai aussi. Réagissez, je vous en prie. Non, mais j'entends, mais je pense qu'il faut, de ce point de vue, d'abord, me semble-t-il, partager un point, c'est que depuis que les TER, les transports ferroviaires régionaux ont été confiés aux régions, cela s'est traduit par une augmentation de l'offre tout à fait significative, vraie sur l'ensemble du territoire national, avec des régions dans lesquelles il y a plus que d'autres, mais globalement, il y a une augmentation. Et c'est quand même la première chose, me semble-t-il, sur laquelle il faut vraiment revenir et qui est évidemment au bénéfice des usagers. Ensuite, il existe déjà des conventions entre les autorités régionales qui permettent notamment aux abonnés d'avoir la possibilité de pouvoir utiliser, quand c'est nécessaire, le passage d'une région à l'autre pour ce qui concerne les tarifs des TER, ou des transports interurbains routiers. Donc, le partenariat existe déjà. Il y a probablement des choses qui peuvent s'améliorer, mais je pense que nous sommes globalement sur une démarche qui consiste à avoir cette possibilité d'amélioration. Après, si le titre unique peut franchir des étapes rapidement et permettre de faire encore mieux, tant mieux, mais ça fait partie des choses qui se travaillent aujourd'hui, mais qui peuvent dès aujourd'hui trouver des concrétisations pour les usagers sans attendre le titre unique. Et en tout cas, pour la région dans laquelle je suis en responsabilité, nous avons bien des partenariats et des conventions avec les régions limitrophes pour les usagers qui sont sur concernés directement. Au final, je ne suis pas sûr qu'une tarification identique pour un transport à l'intérieur de la région Nouvelle-Aquitaine ou à l'intérieur de la région Grand Est ou à l'intérieur de la région Occitanie doivent être les mêmes alors qu'ils correspondent à des réalités très différentes. Ce qui est important, c'est que celles et ceux qui ont besoin de passer d'une région à l'autre, d'une AO à l'autre, puissent évidemment avoir des titres qui communiquent entre eux et qui fassent que pour eux, ce soit transparent. C'est, je crois, vraiment l'objet sur lequel nous sommes les uns et les autres engagés, sur lesquels il y a déjà eu du travail de fait, sur lesquels il en reste beaucoup à faire, je le reconnais sans problème, mais sur lesquels nous pouvons progresser et nous progressons régulièrement et évidemment dans un dialogue continu entre les autorités organisatrices des transports, les associations d'usagers et les services des transporteurs en général, parce qu'évidemment, il n'y a pas que la SNCF qui est concernée dans ce cadre-là, même si
elle a une part très importante sur ces questions tarifaires. Madame Barito, je crois que vous voulez... Oui, préciser. peut-être revenir sur le rapport Durand qui était sur les questions de modèle économique des AOM. Donc il est en ligne, si vous souhaitez, vous pouvez le télécharger. Il y avait des mesures qui avaient été derrière proposées. Et il y en avait une très importante qui était de créer un observatoire ouvert de toutes les données de tarification partout en France et en Navarre. Et donc je pense que ce sujet-là, il est essentiel pour le titre unique. On parlait de chambre de compensation. Il faut de la data là-dessus aussi. Après, il y a des différences qui sont explicables. Donc, c'est à charge de chaque AOM d'avoir justement ces explications. Mais en tout cas, on a vraiment besoin, comme on fait la promotion de tous nos fromages de France. Je pense que là aussi, il faut qu'on mette en visibilité tous nos tarifs qui existent sur le réseau public. Très bien. Ouais, je voulais juste réagir à ce que disait la représentante des usagers. À mon avis, c'est quand même plutôt mal barré. C'est-à-dire que la décentralisation du transport, et notamment régional, et le fait que chaque région ait maintenant une liberté tarifaire, chacun fait à sa sauce. Et ça me semble être, peut-être hélas, mais le sens de l'histoire. Et quitte à ce que parfois deux régions trouvent une convention et fassent au cas par cas pour les voyageurs qui traverseraient les deux régions, la décentralisation et la liberté tarifaire laissée à chaque région, ça fait foisonner les tarifs. Et l'hétérogénéité des tarifs de la SNCF, la SNCF, elle est juste l'exécutant de ce que veut chaque conseil régional. Donc j'ai l'impression qu'elle n'a pas d'autre choix que de faire ça, quoi. Une dernière question. Monsieur. Bonjour, Fares Ezaouia de Hitachi Rail. Et en fait, j'avais une question plutôt côté offre. Pour moi, les MaaS, c'est plutôt les applications et les compagnons de voyage. Enfin, les applications MaaS pourraient être utiles pour optimiser l'offre déjà présente sur les régions, sur les territoires. Donc, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, est-ce que c'est déjà le cas, d'utiliser les données que récoltent ces compagnons de voyage, je ne sais pas, moi, par exemple, pour désengorger certaines lignes, proposer des trajets alternatifs quand telle ligne est saturée, ou encore, je sais pas, participer à la décision, à la création de lignes, de nouveaux métros, en fonction des déplacements et des trajets qui sont mis sur ces applications de compagnons de voyage. Qui prend la question? Moi, je n'avais pas tout à l'heure, je trouvais que c'était plutôt bof là-dessus pour l'instant, mais... Aujourd'hui, c'est vrai que c'est peu utilisé, en fait. Nous, on extrait des données, on permet de les visualiser, on permet de mettre des notes, en fait, sur le niveau d'offre, en fait, selon les territoires. Il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est d'analyser, en fait, les résultats d'itinéraires. Parce que là, on est au plus proche, en fait, du besoin, de la demande. Et donc, on arrive à voir quels sont les itinéraires qui ont des réponses, qui n'ont pas de réponse du tout, par exemple. À un niveau régional, on est souvent au-delà de 5%, par exemple. Et puis après, on a une gradation de la qualité de la réponse en comparaison de la voiture. Et donc, oui, ça effectivement, ça permet de visualiser des choses. Après, est-ce que c'est concrètement utilisé dans les politiques pour la mise en œuvre de nouvelles lignes? Ça, je ne maîtrise pas ça. Très bien. Merci à toutes et à tous de vous être rendus ce soir à cette conférence. Merci à nos intervenants. Merci à ceux qui nous regardent en ligne. Cette conférence est enregistrée. Vous pourrez la retrouver en ligne. Vous en trouverez le compte-rendu dans Villerail et Transport. Et nous vous donnons déjà rendez-vous pour nos prochaines conférences qui seront consacrées aux bus propres et aux câbles urbains. Excellente soirée à toutes et à tous.